Vas-y, Franck, c'est à toi. Et puis, je- quand même, je te remercie d'être venu et de faire ce travail et de présenter tout ça à nos auditeurs. Merci. Je te La parole. remercie aussi, Patrice, et longue vie OVNI Paris. Euh, Bien le bonsoir à toutes les personnes qui sont venues et qui nous écoutent. Bon, vous n'allez pas être déçus, c'est un sujet très épais. Et puis, comme le disait Patrice, on verra quels sont les liens qui peuvent être liés, enfin, qui peuvent relier ce sujet aux effets ufologiques, puisqu'il y a eu des thèses à ce propos. Bon, en premier lieu, je vais vous parler un peu de mon actualité, puisque le 10 mars de cette année, donc ce nouveau livre va être publié, OVNI Aviation, quand les pilotes témoignent. Donc, je remercie JMG Édition qui m'a permis de venir à bout de ce projet. Et je me suis lancé là-dessus parce que j'avais étudié une centaine de rencontres pilotes OVNI. Effectivement, j'avais trouvé des éléments très bien documentés et avec des phénomènes ou objets qui présentent des caractères très extraordinaires. Donc, j'ai décidé de poursuivre, cette fois-ci sur plus de 1000 cas. Et donc, j'en ai résumé 300. J'ai résumé 300 affaires, plus 80 affaires annexes dans cet ouvrage. Et en premier lieu, d'abord permettre à toutes les personnes qui s'intéressent à ça de retrouver les bases de données et surtout d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire au témoignage du pilote, qu'il soit écrit, audio ou sur un rapport militaire, où trouver ces éléments. Et ensuite, j'ai travaillé sur l'historique. Alors d'abord les prémices de l'aéronautique avec les dirigeables, mystérieux du 19e siècle, ce qui s'est poursuivi après au début 20e, après l'affaire des aéroplanes fantômes, Diffuser. des Hmm. fusées fantômes. Et on commence dans le dur pendant la Seconde Guerre mondiale avec les Foo Fighters. Bon, des objets inconnus qui poursuivaient les chasseurs et les bombardiers des forces de l'Axe et des Alliés. Et là, j'ai trouvé du lourd, beaucoup plus de documents historiques et militaires, des dizaines d'articles de journaux dont j'en ai fait la synthèse. Et ensuite, en historique, j'ai continué dans les années 1950 et là, c'était un déluge de cas, à tel point que j'ai été débordé sur certaines années. Donc ensuite, j'ai traité les caractéristiques extraordinaires de ces phénomènes. Il y en a une bonne vingtaine. Donc, je les ai creusés, je les ai comparés avec l'aéronautique pour savoir si c'est compatible. Et c'est là que se situe la clé, je pense, de l'énigme OVNI pour savoir si on est face à une intelligence humaine ou non. Donc, j'ai répondu à la question et ensuite, j'ai traité du mode opératoire de ces aéronefs afin de déterminer s'il y a une idée générale, un dessin qui se profile. Et ensuite, l'énorme éventail de toutes les hypothèses concernant l'origine de ces aéronefs inconnus. Et il y en a énormément, il y en a des dizaines et des dizaines donc que j'ai listé. Et en bonus, je suis revenu sur toutes les grandes vagues OVNI et je les ai réétudiées avec de nouvelles sources. Et j'ai aussi répondu à la question des bureaux d'enquête qui prétendent résoudre cette question, donc voir s'ils nous disent la vérité ou pas. Donc Mais ça, c'est c'est une un... encyclopédie que tu nous as écrit là. Bah, Hmm. oui, ça va être très épais parce qu'au départ, je voulais faire à peu près 400 000 signes, quoi. C'est la taille normale d'un livre. Bah là, c'est double charge, ça fera 800 000 signes. Et donc, effectivement, quand j'ai eu connaissance de ces éléments, je me dis que ça vaut le coup d'aller plus loin. Et je pense que ça apporte pas mal de choses. Donc, on en reparlera en Bravo. détail dans les semaines qui suivront. Juste pas pour mettre une mouche dans la soupe, mais pas pour gâcher le truc. Est-ce que tu es au courant des bradites? Oui, oui, c'est Camille Flammarion qui, au 19e siècle, décrivait des météores à comportement Lent, lent. Or, un météore peut pas avoir une vitesse trop lente. bien sûr. Hmm. Donc, effectivement, au 19e, bah, j'en ai glissé quelques mots parce que, effectivement, il y avait beaucoup d'astronomes, célèbres d'ailleurs, qui repéraient au 19e des météores non seulement qui étaient lents, qui semblaient faire du vol stationnaire, des zigzags. Et Oui. ça, j'en avais parlé dans mon précédent ouvrage qui s'appelle Énigme spatiale. J'avais pris les sources originales
On en parlait même à Alors, l'Académie des sciences en France. alors pourquoi je t'ai interrompu avec ça? Parce que je fais un petit peu ma pub. Le mois prochain, on reçoit Jonathan Ginet, qui a écrit un Mhm. livre, qui vient de sortir un livre sur le sujet, très intéressant. Au mois de mars, ce sera Jonathan Ginet qui va nous parler des Bradites et Camille Flammarion. Et moi, et puis ensuite, je vais te laisser la parole pour de bon. Moi, ce qui m'a vraiment fasciné là-dedans, parce que le livre, je l'ai presque terminé, c'est qu'à l'époque, les gens ne pensaient pas ovni. Donc, ils observaient des choses étranges, ils les décrivaient, mais sans aucun préjugé, sans aucune, tu vois. C'est assez, et ça donne des témoignages qui ressemblent et différents des nôtres. Ça donne à penser. Bon, bah écoute, sur ce, on va revenir au temps passé, à la Oui, oui. préhistoire. Moi, j'imagine qu'avec Jonathan Genet, ça va être une très bonne émission parce que bon, c'est un spécialiste de ces histoires anciennes et notamment au 19e. Il a aussi beaucoup travaillé sur la vague de 54. J'ai entendu intervenir sur Glosel, qui pourrait avoir un lien Oui, avec notre sujet ce soir. oui, Donc, effectivement, je pense que et va aborder un beau sujet. Alors, pour entrer directement dans le vif du sujet, aujourd'hui, on va traiter des mystères préhistoriques. Alors, je pense qu'il faut cadrer un peu le sujet parce qu'il peut être énorme. Alors, on considère généralement que la préhistoire commence avec le premier Australopithèque, c'est-à-dire Toumaï, le plus ancien qu'on a trouvé, c'est-à-dire il y a 7 millions d'années, et qu'elle se terminerait même si c'est débattu par certains historiens, à moins 3300 avant Jésus-Christ, qui est la période de l'écriture, la première écriture connue officiellement. Moi, j'ai limité le sujet plutôt de la période de moins 400 000, qui commence avec la domestication du feu, et jusqu'à moins 10 000. Parce que moins 10 000, c'est à peu près c'est un changement dans l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire que tous les chasseurs, l'humanité vivait de chasse et de pêche. Et à partir de cette période-là, on a ce qu'on appelle la révolution agricole. C'est-à-dire que ces personnes vont se sédentariser et ensuite pratiquer l'élevage. Donc déjà, on aura pas mal de travail. Et sinon, on pourrait préciser que les premières espèces qu'on appelle Homo, donc les véritables hominidés qui nous ressemblent sont apparus à peu près il y a moins 2,5, moins 2,8 millions d'années. Et qu'il y a eu différentes lignées et que les dernières, donc c'était Néandertal, mais aussi d'autres que je vais citer plus tard. Et bien sûr, la seule qui a survécu, c'est la nôtre, c'est Homo sapiens. Donc, je vais vous parler de différentes énigmes pendant cette période. Ce sont des énigmes que personne n'a jamais réussi à résoudre. Donc, je ne pense pas qu'on va le faire ce soir. Et je ne pense pas que je pourrais vous apporter des réponses fermes et claires, mais plutôt un éventail de réponses. C'est-à-dire que je vais vous présenter des synthèses de travaux historiques, scientifiques et techniques qui ont été faits pour essayer de comprendre ce qui se passait à ces périodes-là. Donc, ça sera pas forcément exhaustif, ce sera impossible de l'être. Je vais essayer de citer beaucoup de préhistoriens et rien n'empêche dans les commentaires, bien sûr, si vous avez lu des livres, si vous avez d'autres sources, de les mentionner parce que ça enrichira le débat. On considère que ceux qui étudient la préhistoire sont des préhistoriens et on distinguera, par exemple, les archéologues qui étudient plutôt les restes des activités humaines. Alors, ça peut être des vestiges, ça peut être dans le cas des hommes préhistoriques, des pierres brûlées, des choses comme ça. Et le paléontologue qui, lui, étudie les fossiles, qui peuvent être des fossiles de minéral, de végétal ou d'êtres humains, d'animaux. Alors, voilà pour ce qu'il en est. Et ce lien, effectivement, pour les liens avec l'ufologie, à un moment, il y avait des thèses qui imaginaient ou qui croyaient voir des disques volants dans les grottes, dans les peintures rupestres qu'on a dans les grottes. Donc, on traitera ce sujet en regardant quelques-unes de ces images et voir ce que ça nous dit. D'autres ont imaginé qu'il y a eu des contacts entre les hommes préhistoriques et d'autres intelligences exogènes et se sont interrogés sur des représentations humanoïdes dans l'art pariétal. On traitera aussi cette question. On va commencer par un des dossiers les plus simples, parce qu'il n'y a pas trop de polémique dessus, c'est la domestication du feu. Et sur ce point,
Donc, j'ai cité des synthèses d'émissions, par exemple la méthode scientifique de Nicolas Martin. Maintenant, ça s'appelle CQFD La Science et c'est animé par Natacha Triou, La Fabrique de l'Histoire. Des débats entre spécialistes et qui nous disent en général il faut différencier donc la récupération du feu et son usage, qui a été très ancien, parce que par exemple, quand il y avait des impacts de foudre, du feu qui se faisait naturellement, les hommes préhistoriques le récupéraient. Mais la fabrique du feu est datée de 400 000 ans. Et les spécialistes disent qu'en fin de compte, à cette période-là, on a une multiplication des foyers qui sont apparus. Donc, ce qui tend à prouver qu'ils ont réussi à fabriquer du feu et que ça s'est répandu assez rapidement géographiquement. Il y a d'autres études non reconnues, non officielles, qui disent que ça aurait pu être plus ancien, moins 600 000 ans, dans des zones asiatiques, mais rien ne le prouve. Actuellement, il faut dire que bon, la préhistoire est très difficile à étudier parce que on n'a pas d'écriture ou presque. On a peut-être de la protéécriture, j'en parlerai après. On trouve des bifaces, on trouve des pierres qui sont brûlées, même si la science progresse, parce que par exemple actuellement, il y a des techniques scientifiques qui permettent de dater les différents dépôts de suie dans une grotte. Donc on sait à quelle période ça remonte et on peut en deviner la date quand on trouve des os qui ont été brûlés, etc. Mais on a très peu d'informations. C'est ce que disent les guides quand on visite des cavernes préhistoriques. On leur pose des questions sur les modes de vie de ces hommes préhistoriques et très souvent, ils ne peuvent pas répondre. On ne sait pas, à part les cavernes, on ne sait pas, par exemple, s'ils faisaient des édifices en bois. Les plus anciens édifices en pierre datent d'environ moins de 9600. Donc, en tout cas, ce qu'on sait, c'est que la domestication du feu fut un progrès majeur. Bien sûr, parce que ça élimine les parasites. Bon, comme je l'ai écrit ici, ça aide contre les prédateurs. On peut aller dans les terrains froids, ça explore les grottes. Euh, et ça améliore les relations sociales. Et il y a eu des débats parce que des spécialistes disent qu'en fin de compte, de la viande brûlée est beaucoup plus facile à mastiquer. Un spécialiste disait 5 fois plus facile, etc. Et certains en ont déduit que ça aurait une influence sur le cerveau et que ça développerait l'intelligence, mais c'est des travaux très controversés et non reconnus officiellement. Voilà pour ce qui est du feu. Bon, c'est vrai qu'à un moment, moi, je mangeais que de la viande crue et des gens sont venus me voir en me disant, mais tu sais, tu peux la faire cuire. Donc, effectivement, j'ai essayé et c'est meilleur. On peut passer à la slide suivante. D'accord. Alors, très souvent, on imagine que les hommes préhistoriques prenaient des bâtons comme ça, qui les frottaient pendant des heures pour pouvoir faire du feu. Eh bien, il existe des techniques plus rapides. Ça, c'est juste pour l'histoire. Mais par exemple, sur Internet, il y a des tutoriels. Ici, par exemple, avec l'équivalent d'un arc, on fait une poulie. Et donc, ça nécessite beaucoup moins d'énergie manuelle que de faire tourner le bâton. Il y a aussi la technique de feu par friction avec la technique de la scie à feu. Donc, on prend par exemple un bambou, on met de l'herbe sèche dedans et après, on la frotte jusqu'à que ça s'allume. Une fois, j'étais en train de visiter une grotte préhistorique, il y a quelqu'un qui est venu, il avait amené de la mousse sèche, il a pris 2 silex, il les a frottés, en moins de 10 secondes, il a réussi à les enflammer. Non, c'est Donc, ça, bien c'est... parce que j'ai passé 1 heure et je n'ai pas réussi. Il faut regarder les sites survivalistes sur Internet, ils doivent... Voilà, donc on peut passer à la suivante. Donc ça, c'est ce qui a attiré un peu mon intérêt sur le sujet. En fait, tout a commencé avec Patrice parce qu'on discutait un peu il y a quelques années d'un sujet préhistorique. Et donc, j'avais commencé à regarder et ça a attiré mon attention. Donc, c'est une paléoanthropologue canadienne, Geneviève Van Petzinger, qui a fait des visites à une cinquantaine de caves préhistoriques et qui a identifié des signes qui sont, d'après elle, communs. C'est-à-dire que les 2 tiers de ces 32 signes sont communs dans toutes les grottes.
Donc, ça pose de multiples questions. Certains, à la lecture de son livre, là, The First Stein, ont dit, oui, mais elle n'explique pas le sens de ces signes. Ben, moi, je vais dire à sa décharge que personne n'a réussi à le faire. Ce que nous voyons aujourd'hui, personne n'a réussi à interpréter de manière définitive ce que ça pouvait vouloir dire. On voit qu'on a des signes simples, comme les dots, les points, les lignes, des signes géométriques basiques, mais d'autres qui peuvent être un peu plus compliqués. Alors, on peut passer à la slide suivante pour voir la répartition géographique. Alors, ici, l'étude de Geneviève von Pensinger s'étale sur plutôt la période de moins 30 000 à moins 40 000 ans, qui est une période cruciale, parce que c'est à ce moment-là qu'il va se passer le début de la disparition de Néandertal euh, au profit de Sapiens. Donc, quoi qu'il en soit, pour l'instant, on remarque, d'après cette étude qui serait à vérifier, que ces signes sont récurrents dans toutes les régions du monde et que on en a qui sont un peu plus fréquents. On note par exemple que les points, je vois qu'à 42%, bon, bah c'est une forme basique qui est largement répandue, les lignes aussi, et d'autres sont beaucoup plus rares. Comme par exemple peut-être les formes serpentiformes, les spirales, etc. Donc, la question, bien sûr, et qui vient tout de suite, est comment se fait-il qu'à cette époque où il n'y avait aucun moyen de locomotion, on rappellera que d'après des études, à cette époque-là, le cheval n'était pas domestiqué, mais c'est plutôt à partir de la révolution agricole, à partir de moins 10 000 qu'on va les domestiquer, donc ils se promenaient à pied. Alors à cette époque, les différentes lignées humaines se soient réparties sur le monde entier, ce n'est pas un souci. On le sait que, par exemple, ils ont réussi donc à aller même en Australie. Ils sont passés par le lien qui réunit donc la Russie à l'Amérique, le détroit là-bas, ce qui leur a permis de coloniser. Mais a priori, cette culture commune pose problème, puisqu'on ne sait pas ce qui aurait pu les inspirer. Alors, je vais faire une aparté, une digression sur le document suivant pour Oui, étudier une réponse qui s'appelle le diffusionnisme. C'est voilà celle-ci. Alors là, on est hors sujet parce que je parle des travaux de Mircea Eliade, que je recommande d'ailleurs si vous n'avez pas lu, si vous vous intéressez à la question. C'est un historien roumain qui a entrepris d'étudier toutes les anciennes religions, on va dire pré-abrahamiques, c'est-à-dire avant les trois religions monothéistes majeures, c'est-à-dire dans l'ordre judaïsme, christianisme et islam. Donc, il y avait tout un tas de rites, de mythes qui existaient. Et quand on lit ces livres, effectivement, on s'aperçoit de leur richesse. Et d'après lui, il y avait des liens entre tous ces mythes, même si géographiquement, ils étaient éloignés. Il y avait, par exemple, le concept du symbolisme central, c'est-à-dire que chaque peuple avait considérait qu'il y avait un endroit spécifique qui était le lieu de communication avec les dieux, où résidaient les dieux, ou qui permettait d'accéder au territoire des dieux. Je prends l'exemple de la civilisation grecque. Les divinités de l'Olympe se citaient sur le mont Olympe. Le mont Olympe existe vraiment, d'ailleurs c'est le mont le plus élevé en Grèce, avec 3000 mètres de hauteur. Bon, c'est sûr que même si on le gravit et on se promène tout en haut, il y a peu de chances de rencontrer les dieux de l'Olympe. Mais pour les Grecs, c'était l'endroit où ils résidaient. Des rituels répétant l'acte de création du monde, un peu comme à Noël, mais qui sert à répéter la création du monde par les dieux. Des malheurs et des catastrophes naturelles attribuées à des volontés divines. Alors ça, je l'avais vu quand j'avais lu le Chronique des prodiges de Julius Opsinciens, qui est un écrivain romain
qui avait entrepris de faire une chronique de tous les faits extraordinaires, inexpliqués de son époque, c'est-à-dire de moins 200 avant Jésus-Christ jusqu'à un peu avant la naissance de Jésus-Christ. Et effectivement, il y a parmi les faits inexplicables de l'époque, j'avais repéré tout un tas de phénomènes naturels qui étaient interprétés comme des messages divins. Alors, par exemple, les tremblements de terre, de la foudre qui tombe sur des statues, quand des oiseaux pénètrent dans un édifice religieux, des corbeaux, des serpents. Bon, ils considéraient que c'était un signe divin ou des présages célestes. Au Moyen Âge, pendant les grandes vagues de peste, 13e, 14e siècle, si je me souviens bien, certains considéraient que c'était les comètes qui apportaient la peste sur Terre et que c'était une punition divine. Théorie cyclique, effectivement, à l'époque, plutôt contrairement à notre époque où on considère l'histoire comme linéaire. Autre point commun et curiosité, c'est-à-dire que dans toutes ces mythologies ancestrales, on a un nombre incroyable de créatures fantastiques et imaginaires, et notamment les géants. C'est pour ça qu'on parle de gigantomachie dans les œuvres anciennes. Par exemple, le récit de Gilgamesh et d'autres, on a des hybrides, des dragons, des créatures infernales, etc. On a aussi des copies, c'est-à-dire que les différentes religions ou mythes se copient l'une d'entre elles. Donc, un exemple flagrant, c'est la tablette de l'épopée de Gilgamesh, la 11e, qui parle d'un texte, d'un épisode plutôt, d'une arche construite par Utnapishtim, qui ressemble énormément au récit de Moïse dans la Bible. On a de probables connexions entre le Code d'Hammurabi et les 11 commandements. On a par exemple, dans les trois ouvrages des religions classiques, par exemple dans la Bible ou dans le Coran ou les autres, on a des créatures et des personnages communs, comme les archanges ou l'archange Gabriel. Bon, tout ça pour dire qu'effectivement, est-ce qu'il y aurait pu y avoir à l'époque préhistorique aussi une culture commune comme ça qui aurait débuté avec les premières peuplades et qui serait disséminée? Voilà, ce serait une des premières explications pour ces signes. Mais il y en a sûrement d'autres. Alors maintenant, on peut passer à la suite et aller dans le dur, puisque on va essayer de comprendre à quoi correspondent ces signes. Et là, il y a beaucoup de préhistoriens très tôt qui l'ont fait. Par exemple, si je cite un préhistorien célèbre qui fut l'abbé Breuil au début donc du XXe siècle, il travaillait déjà sur ces questions-là. Donc là, j'ai pris quelques auteurs. Je vais vous présenter certains qui datent donc d'un siècle, d'autres de 50 ans et d'autres plus récents. Ici, donc, on a Monsieur et Madame Sauvé et André Lodraskix, je n'ai peut-être pas le bon positionnement, qui commence à nous lister à gauche des signes communs. Donc, on a par exemple des signes géométriques en forme de triangle et avec les variations selon les grottes. Ensuite, on a des carrés, on a des espèces de chapeaux. Alors, celui en bas à gauche pourra nous intéresser puisque c'est ceux qui ressemblent, selon certaines interprétations, à des disques volants. Donc pour l'instant, on les met de côté, on reprendra ça. Et puis, on voit qu'au départ, on pourrait se dire, c'est des signes basiques et c'est peut-être des gribouillis, ça ne représente rien. Mais très vite, différents préhistoriens arrivent à la conclusion que ces agencements et ces représentations ne sont pas dus au hasard, mais suivent certaines règles. Alors, par exemple, en haut à droite, on voit que dans certains cas, il y a de l'intégration, de la superposition, de la juxtaposition. Et selon donc les trois auteurs, ils identifient donc des formes complexes. On n'a pas d'arrangement. Et un des points communs, c'est que ces signes sont très souvent associés à des animaux. Ils se demandent aussi s'il y a des combinaisons sélectives, des règles limitatives. Et ils aperçoivent quelque chose de curieux, c'est-à-dire qu'il y a des signes qui ne forment jamais des paires et qui n'apparaissent pas non plus dans les triades. Donc, est-ce qu'il y a un code? Et les plus simples, les points, les bâtonnets,
constitue un groupe à part. Il sert peut-être à séparer quelque chose. Ensuite, parmi les hypothèses, il y avait André Leroy-Gourand qui, lui, y voyait une symbolique féminine, masculine. Alors, comme on est sur YouTube, je vais le dire en éplé, c'est les symboliques SEX, UELS. Merci. Voilà. Alors, de là à penser que les hommes préhistoriques étaient des obsédés, je pense il a exagéré. D'ailleurs, c'est pour ça que cette thèse est très controversée, parce que même s'il y a c'est ce genre de symboles, hein, autant le dire clairement, on en trouve, ce n'est pas la majorité. Ensuite, l'idée qu'il a soulevée, c'est qu'il y a des combinaisons entre les signes, la paroi et l'espace, c'est-à-dire qu'en gros, on utilise le décor naturel, par exemple s'il y a un creux ou une bosse, pour pouvoir mettre en valeur la peinture. On le regardera plus tard avec des éléments, et qu'effectivement, c'est à la fois inspiré par le vivant et l'imaginaire. Donc, ouais, donc, on peut passer à la suivante, là, comme tu le faisais, pour aller plus près. Regardez. Alors, parce que si on sait que ces signes ne sont pas un alphabet, on entend par un alphabet une combinaison de lettres qui va former un mot. Ça, c'était évident dès le départ. Est-ce que ça pourrait être un idéogramme? Et donc, les auteurs cités ici ont pris des signes paléolithiques qu'ils ont comparés avec des écritures sumériennes, hittites, égyptiennes et chinoises pour voir ce qu'il pourrait y avoir comme correspondance. Alors, on s'aperçoit tout de suite que pour chacun des signes, les correspondances sont larges. Et si je prends celle en bas, bon, qui est effectivement qui a attiré l'attention, hein, parce qu'on y voyait la représentation d'un possible disque volant, on voit que ça pourrait être aussi un soleil, du feu, une écaille de poisson, que ça pourrait être la lune, un boomerang, les côtes d'un animal, mais je pourrais aussi rajouter un chapeau, par exemple, un oiseau. Donc, toutes les interprétations sont possibles. Ce qui pourrait être curieux, c'est effectivement si on avait réellement des indications qui nous indiquent que l'objet était volant. Donc, pour poursuivre, je propose de passer à l'élément suivant. Et certains auteurs ont cru voir un schéma général, toujours Leroy-Gourand, donc qui lui pense que certains signes servent à délimiter l'entrée, la fin des grottes ou leur séparation, ou les diverticules. Alors, il y a des signes qui seraient placés avant les groupes d'animaux. Ils relèvent des dyades récurrentes, c'est-à-dire qu'on a des chevaux, des animaux qui sont souvent associés, cheval bison, cheval auroch. Est-ce que les animaux dangereux ou peu communs seraient placés différemment? Alors, il a été, comme ces travaux sont toujours sensibles hein, quand on essaie d'interpréter le néo-préhistorique, ces travaux ont bien sûr été soumis à critique et certains lui ont dit, est-ce que ce schéma se vérifie sur d'autres grottes et sur toutes les grottes? Et a priori, la réponse est non. Néanmoins, elle désigne quand même une ligne générale. Et on commence à supposer que ces représentations pourraient avoir différents sens. Donc, on pourrait avoir des lieux qui servent à des fins religieuses, parce qu'on va s'apercevoir que certaines grottes qui sont ornées de ces animaux préhistoriques ne comportaient pas des traces d'habitation à l'époque. Donc, c'était visiblement un lieu de culte. On y voit des idées chamaniques ou totémiques. Certains supposaient des drogues végétales aussi. On peut passer à la suivante, où là, on va commencer à aller voir les symboles complexes. Alors, si vous vous intéressez à toutes ces données préhistoriques, vous allez savoir qu'il y a énormément d'auteurs qui ont publié sur le sujet et tenté d'interpréter ces symboles. Et ce qui est sympathique de leur part, c'est qu'ils mettent parfois leurs travaux à disposition sur Internet. Et c'est des travaux assez épais parce que ça peut faire jusqu'à 500 pages hein, pour chaque sujet. Et surtout, ils mettent à disposition leurs photos. Et nous, en tant que simple visiteur de grotte, on ne pourrait pas avoir accès parce qu'il faut des autorisations spéciales souvent et on n'est pas autorisé à prendre des photos. Donc, grâce à eux, on peut se plonger dans ces clichés qui sont vraiment des témoignages assez époustouflants, sachant qu'ils datent de dizaines de milliers d'années.
Première chose, sur les tectiformes, donc en forme de toit, on s'aperçoit qu'il y en a une variation, par exemple, d'après les études d'Alain Rousseau, une variation assez large. On a aussi des associations signes animaux, on les voit ici, à gauche. Et après, en symbole complexe, on a aussi le quadrilatère, et notamment ce qu'on trouve dans les grottes espagnoles à droite. Donc là, je cite une étude d'Éric Robert qu'il a mis à disposition sur le net. Effectivement, on peut s'interroger à quoi ressemblaient, enfin, qu'est-ce que représentaient ces quadrilatères, parce que c'est quand même des formes structurées. Est-ce que c'est une croix? Certains pourraient dire c'est peut-être un enchavalin, je ne sais pas. Mais en tout cas, on n'a pas réussi à savoir de quoi il en était. On peut passer à la suivante pour d'autres formes. Et les petits points, alors on les a comptés, bien sûr. Il n'y a rien de... Et ça évoque rien? Non? Ben, je vais lister au fur et à mesure différentes interprétations, D'accord, d'accord, excuse-moi. mais Ok. là, pour l'instant, on fait une vue générale des signes qui peuvent apparaître comme mystérieux. Alors là, par exemple, on a toujours les claviformes. Les claviformes, effectivement, est-ce que c'est, comme on en parlait, est-ce que c'est des chapeaux, est-ce que c'est des oiseaux, est-ce que, comme certains l'affirment, ce sont des représentations de disques volants vus pendant la préhistoire? Ben, en fin de compte, ceci qu'on va avoir et qui va se représenter sur toutes les gravures, y compris animales, c'est que nous n'avons pas d'éléments qui nous disent si ces objets ils sont au sol ou s'ils sont volants. On n'a jamais de ligne de sol et on n'a jamais de soleil et d'astres extrêmement rarement. Donc, pour l'instant, on peut se contenter de ça, mais on remarquera quand même que les couleurs ont été superbement conservées sur ces claviformes. Donc, on peut passer sur le tableau suivant, où là, on va avoir une étude de Georges Sauvé du bon usage des comparaisons dans l'art rupestre et le cas des signes. Donc, par exemple, si vous voulez creuser ces questions-là, c'est eux qu'il faudra voir. Donc là aussi, on a des groupes de signes. Des groupes de signes, par exemple, sur celui-ci, on a des animaux associés. On distingue la forme d'un cheval en bas à gauche, par exemple. Oui. Après, il n'y a aucun élément qui nous qui nous dit si ces objets-là, les espèces de chapeaux, je les appelais les chapeaux, étaient donc au sol, en arrière, en avant, volant ou non. On n'a aucune indication de relief. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est voir d'autres éléments. Alors par exemple, le suivant, c'est dans la grotte d'Oro Garena, en Espagne. Donc ça, c'est Geneviève von Penttinger, où on voit des signes, des traits, et puis après des espèces de triangles. Là, effectivement, il n'y a rien qui nous permet d'indiquer à quoi on a affaire. Est-ce que c'est des objets en- qui sont représentés en relief ou non? Ou est-ce que c'est considéré comme des objets qui étaient aériens ou non? Même chose, c'est très, très intriguant. Alors, on peut passer à un autre dossier qui a attiré beaucoup l'attention des préhistoriens, qui sont les mains négatives, positives ou gravées. Alors, là-dessus, il y a aussi énormément de débats. Alors, ici, on a la Cueva de los Manos, et c'est sans doute l'endroit au monde où il y en a le plus. Parce que si j'ai bien noté, il y en a 829 dans cette cave. Et dans une cave française qui s'appelle Gargas, on en a 231. Donc, a priori, il y a beaucoup de monde qui est venu faire des mains. Et donc, on a identifié différentes techniques. Le crachat ou le soufflet. Donc, il prenait des pigments et il les crachait pour pouvoir faire des mains négatives. Ou alors, il tamponnait ou il faisait des appositions pour faire les mains positives. On a
on pense qu'ils utilisaient par exemple des ancêtres de pinceaux comme des colorants et avec des touffes de poils ou des fibres végétales. La question qui se pose, c'est d'abord, il y a eu des études statistiques hein, sur ces mains. On voit qu'il y a des hommes, des femmes et des enfants. Alors, je vous passe la micro-polémique qu'il y a eu pour savoir comment est-ce qu'on peut différencier des mains d'hommes ou de femmes, euh, parce elle serait trop longue à lancer. Mais en tout cas, ce qui a interpellé, c'est que parfois on a des doigts coupés. Et là, Oui, ça a causé beaucoup de questions. Parce qu'on a effectivement eu différentes hypothèses. La première, c'est que ces doigts, par exemple, manquants, comme on voit là hein, sur la grotte de Gargas, hein, on voit bien il y a des doigts qui sont raccourcis. Est-ce que c'est des doigts qui sont simplement repliés? Mais dans ce cas-là, euh, on peut le faire au niveau, on va dire, de la première phalange, hein. Mais après, la deuxième elle est plus difficile à plier. Et sinon, est-ce que ça serait vu la représentation? D'autres ont envisagé que ça puisse être dû à des maladies ou des gelures. Par exemple, ils auraient pu perdre leurs doigts s'ils n'étaient pas suffisamment protégés pendant les grandes vagues de froid. Ce à quoi il était objecté que le pouce n'est jamais sectionné ni plié. Donc, cette théorie n'a pas les faveurs de tous. Et on pense plutôt à des amputations qui pourraient avoir différentes finalités. La première, c'est punitive. Par exemple, on peut imaginer que si les bandits préhistoriques de l'époque devaient être punis, peut-être on leur coupait les doigts. On sait que, par exemple, dans certaines tribus ou dans certains rites bon, qui sont plus récents, quand il y a des deuils, eh ben, on coupe les doigts, ou oui, aussi les yakuza qui se coupent automatiquement le doigt. Mais à ce propos, quand les yakuza se coupent le petit doigt, c'est parce que c'est le doigt le moins utile de la main. Or, on trouve sur ces mains gravées que bah, parfois, c'est les doigts les plus utiles qui sont coupés. Donc, ça pose question. D'autres imaginent aussi des rituels ou des auto-amputations volontaires pour ça. Alors, je pense que c'est une question qui pourrait être affinée, hein. Peut-être qu'il y en a d'autres qui l'ont fait, parce en observant vraiment de très près et avec des moyens d'agrandissement suffisants, on pourrait peut-être savoir définitivement si on a affaire à des amputations volontaires ou non. Donc voilà ce qui se dit sur l'énigme des mains négatives. On peut passer maintenant sur les représentations d'animaux. Alors ça, c'est un gros dossier parce que d'abord, on peut parler des statistiques parce que visiblement, quand on est préhistorien, il faut être aussi statisticien. Certains ont fait des répartitions parfois sur de nombreux sites. Par exemple, Georges Sauvé, ici, sur 4900 figures, il détermine que le cheval est majoritaire à 30%, le bison à 22%, et ensuite c'est rébiche, bouquetin, mammouth et auroch. Et on suit à peu près la même logique presque, cheval, bison majoritaire dans les travaux de Marc Azéma, l'Arc des cavernes en action. Donc, on a une dominante d'espèces, mais ce qui est très curieux dans ces représentations animales, c'est qu'elles sont toujours dessinées de profil déjà, jamais de face. Allez savoir pourquoi. Et comme je le disais, on a une absence de paysage, de végétation, d'arbres, de chemins, de représentation du sol ou de lignes d'horizon. Surtout ces deux derniers points, ce qui veut dire qu'on ne peut pas les situer dans l'espace, ce qui aurait été pratique. Et c'est systématique. Et parfois, par contre, on les trouve à l'envers, donc avec les jambes en l'air. Donc, ils peuvent être superposés, des signes sont superposés. Certains, comme ici dans la grotte de Marsoulas en France, sont dessinés avec des points. Et alors, il a été supposé que c'était les animaux de la zone géographique. Mais ça ne marche pas non plus. Parce que dans certaines grottes, il y avait d'autres animaux qui ne venaient pas de la région. Et ce n'était pas uniquement que les animaux mangeaient. Donc, au fur et à mesure qu'on l'étudie, ça se complexifie.
On peut aller regarder l'autre l'autre dossier. Voilà. Alors, ce qui est inhérent aussi, comme je l'avais souligné, c'est qu'on a des adaptations aux motifs et aux parois. Ici, par exemple, dans la grotte d'Altamira, vous le verrez mieux hein, si vous allez sur le site du Museo d'Altamira, où il y a une vidéo donc, qui présente ça. On voit qu'ils ont utilisé le renflement pour dessiner dessus un bison. Euh, et bison, ce qui lui donne effectivement un peu plus de vie, du relief, peut-être une idée de mouvement. Alors ici, on a des estimations de peinture. Par exemple, moins 15 000 à moins 13 500. Alors, il faut que je vous dise que toutes les estimations de date sont probablement fausses ou erronées. Dans le sens, si on cherche, est-ce que c'est la plus ancienne? Bah, tant qu'on n'en a pas trouvé une autre, par exemple. Et d'ailleurs, souvent, on a des variations dans les estimations. Donc, il ne faut pas les prendre pour argent comptant. Elles peuvent être variables. On a un croquis de l'abbé Breuil, d'un grand bison avec des tectiformes sur son Ah, saillant. pardon. Voilà. Donc l'abbé Breuil, là, on voit des tectiformes qui sont carrément dessinés sur le bison. Un beau mammouth, donc une espèce bien sûr disparue. Actuellement, j'ai vu des études scientifiques qui essayaient de les recréer par essayer de recomposer leur ADN. Bon courage, hein. Par clonage. Ouais. On peut passer à la suivante. Où là, donc la grotte de Lascaux, là aussi, il y a sur le site du ministère de la Culture, il y a une visite virtuelle qui est possible. Et donc ici, ben, on voit ce dont on parlait, c'est un cheval à l'envers avec les pattes vers le ciel. Ah oui. Concernant les plus anciennes datations, donc on a ce cochon qui date de 45 000 ans et qui serait la plus ancienne représentation d'animal connu sur une grotte. Et comme je vous disais, bien sûr, tant qu'on n'en a pas trouvé une suivante, hein. Par exemple, très souvent, on a pensé que Homo sapiens était apparu il y a 200 000 ans parce qu'on avait trouvé des os de 200 000 ans. Puis après, bon, bah, il y a une découverte au Maroc qui a permis de dater, de repousser de 100 000 ans l'estimation de son apparition. La grotte Chauvet, donc là, on a une paroi impressionnante avec beaucoup d'animaux, hein. On distingue tout de suite, par exemple, des rhinocéros à gauche. Et il y a une idée de mouvement parce qu'on en voit un, on voit comme les fiches d'un dessin animé où sa corne, elle prend différentes positions. Donc ils ont probablement voulu simuler son mouvement, sa vitesse. Et on voit beaucoup d'autres animaux. Et c'est une des plus anciennes grottes avec moins 35 000 ans pour l'ornement. Voilà, on peut passer à la suivante. Alors là, on est un peu hors sujet, mais c'était juste pour venir sur une polémique qui s'était créée il y a quelques années à propos de Toumaï. Toumaï, donc, c'est notre plus ancien ancêtre. Et encore, quand je dis ancêtre, c'est entre guillemets. Donc, il s'agit d'un australopithèque et il y a eu des polémiques pour savoir si c'était bien un bipède, s'il marchait bien sur deux pieds. Donc, celle-ci est a priori résolue. Donc, ils en ont conclu qu'il l'était bien. Eh ben, Voilà. Donc, on peut passer une énigme qui secoue beaucoup aussi l'histoire de cette période-là, qui est la disparition de Néandertal. Alors, pour resituer dans l'histoire, donc Néandertal est daté d'environ moins 500 000 pour les pré-néandertaliens, jusqu'à moins 350 000 pour leur apparition. Et ensuite, Sapiens, donc notre espèce, ses premières traces d'apparition datent de 300 000 ans, d'après des ossements trouvés au Maroc.
Et donc, les deux espèces ont cohabité pendant un certain moment, mais il y a eu une rupture et, entre moins 40 000 et moins 30 000 ans. Donc là, j'ai pris les cartes du CNRS pour l'illustrer. Donc on voit qu'à moins 40 000 ans, il y a quand même une dominante de Néandertal. Et 10 000 ans après, ce qui est très léger hein, au vu de l'histoire des hominidés, par contre, c'est l'inverse. C'est-à-dire que Sapiens donc est dominant sur une très grande partie du continent européen de l'époque, et Néandertal ne subsiste que sur certaines poches. Et quelques milliers d'années après, il va disparaître. Alors, avant de passer aux différentes Pardon. explications, il faut comprendre que il y a eu beaucoup d'espèces hominidées. C'est-à-dire que, donc je laisse tomber les Australopithèques, mais les véritables espèces Homo, il y en a eu un bon paquet qui se sont succédés. On en découvre régulièrement, l'homme de Denisova, l'homme de Flores, etc. Donc il se trouve qu'à peu près vers moins 50 000 ans, il y avait une demi-douzaine d'espèces Homo qui étaient répertoriées. Mais elles ont toutes disparu, sauf la nôtre. Donc, on peut passer au document suivant pour voir les hypothèses qui ont été formulées pour ça. Donc, il a été pensé que Néandertal s'était fait exterminer par Sapiens, mais il est objecté qu'on n'a pas trouvé de traces de cimetière massif. Des préhistoriens font aussi remarquer que c'est très difficile d'étudier la période parce qu'on a très peu de squelettes complets. Certains disent qu'on n'a que quelques dizaines de squelettes complets de Néandertal, par exemple. Donc, dans ces conditions, c'est difficile de faire des hypothèses ou des spéculations. Néanmoins, on n'a pas de charniers qui ont été trouvés. Il a été pensé que ce soit des maladies, mais a priori, le déclin n'a pas été immédiat, mais c'est plutôt étalé sur au moins 10 000 ans. Alors, il était supposé des problèmes de consanguinité, parce que selon des préhistoriens, donc Néandertal vivait dans des groupes beaucoup plus petits que Sapiens, qui lui vivait dans des groupes de 50 personnes, par exemple. Ce qui est beaucoup plus effectivement euh, propice à la survie, parce que plus on est nombreux, plus on peut effectivement s'organiser, se défendre, éventuellement résister à des agressions, et donc les petits groupes auraient été plus en difficulté. Bon, on a pensé qu'une Néandertal était inadaptée à son environnement, mais ça, c'était fortement contesté, en gros, parce qu'on supposait que le Néandertal était un peu bébête, mais beaucoup de gens se sont érigés contre cette idée en précisant qu'on sait qu'il était très avancé dans la fabrication d'outils d'armes, qu'il travaillait le bois, qu'il enterrait ses morts, qu'il confectionnait des vêtements, etc. Et qui participait à des peintures abstraites, et même très tôt dans l'histoire. Alors, on a supposé des grandes vagues de froid bon, qui se situaient à l'époque. Euh, et ensuite, il y a la théorie du métissage ou du croisement avec Sapiens. Et effectivement, il y a eu des études génétiques assez récentes hein, qui semblent désigner ça. Donc ça, c'est un point à creuser. Et comme l'éventail n'était pas encore assez, si on peut y rester, s'il te plaît, l'éventail n'était pas assez large, donc, Désolé, ça. oui, ouais, c'est pas grave. Il y en a d'autres qui ont supposé qu'en fin de compte, Néandertal est en compétition avec Sapiens pour la nourriture ou autre, ce qui est tout à fait possible, hein, parce que s'il y a des vagues de froid, si la vie devenait plus compliquée, bah, peut-être qu'il n'y avait pas de place pour tout le monde. D'autres ont supposé que c'était des questions de fertilité. Alors, ce qui est très curieux dans les études scientifiques, c'est que chacune essaie de trouver une seule explication, comme si effectivement il y en a une qui pourrait expliquer tout, mais en fin de compte, il est aussi possible qu'il y ait différents facteurs. C'est-à-dire dans un climat difficile,
de surcroît, si Néandertal vivait en petits groupes et qu'il avait des problèmes de fertilité et que toutes les autres causes se rajoutent, peut-être que c'est un ensemble de causes qui ont pu amener à ça. Alors, sinon, il y a aussi d'autres éléments sur Néandertal et Sapiens. Alors là, je vais citer les travaux qui ont été remarqués. Donc, un livre qui a été écrit par Yuval Noah Harari qui s'appelle Sapiens, une brève histoire de l'humanité. Donc, lui, il parle d'une révolution cognitive qui s'est produite vers moins 70 000 ans, notamment chez Sapiens. Et donc, il fait remarquer à cette époque-là, il y a eu une nette amélioration de la production, des outils, de l'art, avec des aiguilles, des lampes à huile, des bijoux, de la construction de bateaux aussi, qui a permis, par exemple, d'aller sur des îles et d'autres continents. Et cette question est très débattue, parce qu'il semble que ce soit un consensus qui a eu cette révolution cognitive. Alors certains pensent que c'est des mutations comme il en arrive dans toutes les espèces, ou d'autres ont des théories plus audacieuses en disant qu'il y a eu un coup de main extérieur venu d'ailleurs. Euh, dans les travaux de ce chercheur, il soulève aussi d'autres idées qui a permis à Sapiens d'évoluer et de prendre le dessus sur toutes les espèces animales et humaines qui existaient à l'époque. Il pense que la communication s'est améliorée. Et j'aimerais bien savoir comment il aurait pu s'en apercevoir, parce que, bon, comment peut-on savoir que le langage s'est amélioré à l'époque, puisqu'on n'a aucune trace. Mais enfin Ah, bon, si, si, par l'analyse des os de la gorge. bien vu, oui. Ouais. Et il y en a Donc, qui pensaient que le néandertal était très limité en vocalisation. Bon, c'est peut-être une explication un peu toute, comment dire, ad hoc, quoi, hmm, mais néanmoins, je l'ai lu plusieurs fois. ok. Oui, c'est une piste intéressante parce qu'il dit qu'en fin de compte, plus la communication est meilleure, plus, par exemple, dans un groupe, on peut prévenir. Par exemple, s'il y en a un qui dit qu'il y a un lion qui arrive, il prévient tout le groupe avec un langage plus élaboré et compréhensible de tous. Ensuite, il dit qu'un des thèmes, une des raisons les plus flagrantes de leur survie a été l'organisation en groupe. Ce qui différencie les hominidés des animaux, c'est leur capacité à s'organiser ensemble pour prévoir une stratégie commune pour survivre, trouver des cavernes, chasser, etc. Et il y a un troisième point qui met en avant, c'est le rôle du mythe et du rite. C'est-à-dire qu'il imagine que l'imaginaire permet de cimenter un groupe. C'est-à-dire que la religion ou l'autorité permet donc de donner, par exemple, une raison de vivre ou une raison de se battre. Si on prend l'exemple des religions, effectivement, on a fait faire n'importe quoi à n'importe qui pour des questions de religion. Si je prends l'exemple des croisades, on a convaincu des gens qui étaient en Europe d'aller faire 2000 km à pied pour aller mourir dans le désert de soif ou d'aller se faire trucider, tout ça parce que donc un chef religieux on avait donné l'ordre. Bon, c'est qu'un exemple parmi d'autres. Et il fait le parallèle avec notre société. Il dit que par exemple la nation est un mythe moderne. Et c'est vrai que par exemple, quand on prend un pays, prenons au hasard la France, euh, la France ou n'importe quel autre pays est juste une frontière arbitraire qui peut être liée à la géographie, aux conquêtes précédentes, aux guerres, ou comme ça a été fait en Afrique, par exemple, des frontières après la colonisation qui ont été tracées au double décimètre, mais elles sont fictives. Et pourtant, l'idée d'une nation, euh, quand, euh, euh, quand on est patriote, effectivement, on peut cimenter un groupe. Bon, donc c'est un peu l'idée qu'il développe, c'est disant que le rite, l'imaginaire, a pu cimenter les groupes et les motiver pour survivre. Donc voilà pour ce qui est dit pour cette œuvre. Et j'en avais une autre. Alors, je vais voir si je l'ai là. Hop. Voilà.
Sapiens nu de Ludovic Slimak. Donc, je suis en train de le lire, mais sur celle-ci, si vous voulez vraiment des études sur le comportement de Sapiens, vous ne les trouverez pas parce que c'est plutôt un livre philosophique, même si effectivement il y a quelques références intéressantes, c'est plutôt des réflexions sur le concept. Voilà ce que je pouvais dire sur ce point-là. Donc, on peut passer aux plus anciennes constructions connues. Alors, par exemple, ici, donc c'est le plus ancien édifice, donc j'entends par édifice, donc à base de pierre, qui a été trouvé au monde. Et effectivement, il attiré beaucoup l'attention. Donc, c'est Göbekli Tepe en Turquie. Il est daté d'environ 9600 avant Jésus-Christ. Donc, c'est intéressant et bon, fascinant de voir ces témoignages et ces vestiges de l'époque. Ici, on a la plus ancienne statue peinte au monde. On y a trouvé des fragments. Alors, certains, on pense, pour faire le lien avec certaines théories ou légendes, qu'il y avait des constructions beaucoup plus anciennes. Alors, notamment, il y a un site qui a fait débat qui s'appelle Gunung Padang, donc en Indonésie. C'est assez récent. Et il y a un géologue indonésien, donc Dani Ilman Natawijaya, qui l'a daté, selon lui, ça date de 9000 à 27 000 ans. Cependant, il a été vivement attaqué par tous ses confrères euh, de son pays qui réfutent cette datation. Et donc, ils disent que non, non, le site indonésien ne serait pas plus ancien que Göbekli Tepe. À ça s'ajoutent beaucoup d'autres mythes imaginant des civilisations très avancées, mais ça, c'est un autre débat qu'on pourra reprendre si vous voulez après l'émission, comme le mythe de l'Atlantide, par exemple, qui imaginait qu'il y avait des civilisations très avancées qui s'étaient développées. Par exemple, dans l'Atlantide, on l'a située sur les côtes de Gibraltar et qu'elle a été engloutie euh, et qu'engloutie et disparue. Mais ça, c'est une autre affaire. Pour les Sumériens, alors là, j'ai cité quelques éléments archéologiques parce qu'il y a la question qui vient d'apparaître sur les statues à tête de lézard. La culture ubédienne. Donc, c'est une culture préhistorique en Mésopotamie qui remonte entre 4000 à 5500 avant Jésus-Christ. Et je rappelle que c'est dans cette région qu'il y a eu les premières traces d'écriture, à moins 3300. Et donc Ouais, là-bas, on a ouais. par exemple des personnages humanoïdes avec des têtes de lézard. Donc je laisserai le soin à Patrice s'il trouve des photos pour illustrer l'émission sur YouTube de parler de ça. C'était les petites figurines donc, qui ont des coiffes. Alors maintenant, on me demande Karnak. Karnak, c'est moins 5000 à moins 3500. Mais Karnak, donc on précise, bien sûr, je pense que tout le monde le sait, que c'est un alignement de pierres donc, qui est situé en France, en Bretagne. Et on distinguera dedans donc les menhirs, les dolmens, mais aussi les tumulus, qui sont des assemblements de pierres normalement à vocation funéraire. Mais il y a aussi d'autres formations. Mais tout ça sur sujet. Hors sujet pour l'instant, on pourra en discuter, hein. Mais parce que j'ai dit que je m'arrêtais à moins 10 000. Et vous savez pourquoi je fais ça? C'est parce que si on commence après moins 10 000 à moins 5 000, moins 3 000, mais dans toutes les civilisations au monde, vous avez énormément de vestiges, que ce soit des temples, des symboles, des gravures, des poteries. Donc, il faudrait parler de toutes ces civilisations. Et j'imagine toutes les questions qui vont me tomber, ça nécessite une préparation incroyable. Donc, c'est pour ça que je Ouais. reste bloqué là-dessus. Déjà, on a du travail sur cette période-là. Donc ça, c'était pour les plus anciennes constructions. On peut passer à la grotte de Bruniquel. D'accord. Ah, faut que je clique. Et clac. Et voilà. Alors, en Tarn-et-Garonne, alors celle-ci, elle était très... Oui, oui, pas de problème, RTL Roger. Bah, justement, ça serait intéressant qu'on en parle peut-être tout à l'heure. Alors, sur Bruniquel, intéressant parce que ça serait la plus ancienne preuve de visite de grotte par Néandertal.
Parce que là, on voit bon, qu'il y a des stalagmites qui ont été assemblés et que ce n'est pas du au hasard, hein. Donc, c'est daté de 176 000 ans. L'assemblage des stalagmites. Oui. Donc, les D'accord. stalagmites montent et les stalactites tombent. Donc, ils ont pris à partir du sol. Ils ont sectionné, cassé, et ils en ont fait un cercle apparent. Mhm. Il n'y avait pas un foyer au milieu, non? Bah, on voit effectivement au milieu, il y a quelque chose qui a été assemblé. Alors, je ne peux pas dire si c'est un feu. C'est pour ça que, on peut passer à la suivante où là, je vais mettre des sources pour ceux qui voudront aller voir. Alors, pour continuer sur Bruniquel, là, je vous ai mis bon, les références. Et il faut savoir que ça a été, cette grotte-là, cet assemblage de stalagmites a été fait très loin de l'entrée, à 500 mètres de la galerie. Et ça, c'est aussi un point qu'on remarque dans les œuvres préhistoriques, c'est que parfois elles se situent très loin, dans des lieux où il est très difficile d'aller. Parfois, il faut ramper. Euh, Parfois, ici, bah, là, vous avez la grotte de Cudon en Espagne, où les gens qui sont venus faire des représentations, bon, bah, ils ont fait 800 mètres et après, ils étaient comme ça dans un tout petit boyau. Et on sait bon, bah, qu'ils utilisaient des lampes à huile. Alors, parmi les plus anciennes gravures de Néandertal, on a celle-ci, là, à Langeais, et qui daterait de 57 000 ans et qui ressemble plutôt à des incisions, peut-être des incisions sur la roche. Ouais. Parmi les thèses qui voulaient expliquer pourquoi est-ce que les hommes préhistoriques allaient si loin dans les grottes, un a mis la théorie qu'ils pensaient que les animaux provenaient de la Terre, donc ils essayaient d'aller au plus profond de ces cavités. Mais bien sûr, ce ne sont que des spéculations. On peut passer aux instruments de musique. Donc, à l'époque, bon, bah, ils faisaient de la musique. Alors, ça peut être surprenant de savoir qu'il y a 40 000 ans, on en faisait déjà. Mais on a trouvé de nombreuses flûtes dont on a leur représentation ici. Certains sont dans des musées. Une flûte en ivoire de mammouth, par exemple, donc, qui est très rare statistiquement par rapport à ceux en bois ou dans les cornes de cerf. Et il y a aussi des traces de percussion qui laissent supposer est-ce que les hommes préhistoriques donc, faisaient de la musique, certains avec de la flûte, d'autres qui tapaient sur le mur. Et même, on utilisait probablement aussi des coquillages. Alors ça, c'est rare. Et c'est dans la grotte de Marsoulas, en France, on a trouvé une conque bon, qui était clairement utilisée pour produire du son. Ils disent que c'est le seul de ce genre connu en préhistoire. Donc le seul qu'on a réussi à trouver, en tout cas. Tant qu'on ne l'a pas retrouvé d'autre. Alors maintenant, on peut aborder la question de la représentation humanoïde dans l'art pariétal, parce que c'est un sujet aussi qui intrigue beaucoup. Parce que, disons-le, c'est statistiquement très rare de voir des représentations humanoïdes dans l'art pariétal. Alors, sauf à certains endroits, et ici toujours en France, alors il y a quelqu'un qui dit, oui, pour eux, c'était très symbolique. Euh, oui, effectivement, l'idée du rite, du symbole, bon, apparaît très évidemment. Ici, on le voit par exemple avec les formes de visage qui sont très allongées, qui ne correspondent pas à une réalité, mais qui pourraient faire penser à une idée zoomorphe dans laquelle on mélange par exemple la représentation humaine avec celle d'une tête de loup allongée ou d'un quelconque canidé. Donc là, on a trouvé un millier de plaques au musée de la préhistoire à Lussac-les-Châteaux. Il y a un dogman. Un dogman. Alors, même à cette époque, il y avait des dogmans. Ben, moi, je suis sérieux. Désolé. Bon, en tout cas, moi, je ne me suis jamais fait mordre par un dogman.
Voilà. Donc après, alors, il y a la question, bon, la présentation des humanoïdes. Bon, bah, il y a évidemment les Vénus. Donc ici, on a une toute petite, donc à Aisy de Le Taillac en Dordogne, une sculpture de 11 par 6 centimètres. Donc même, faut quand même bien regarder pour la voir. La Vénus en République tchèque, là, à Brno, qui est d'une des plus anciennes. Donc c'est quand même assez sidérant de voir bon, que ces choses-là étaient taillées il y a moins de 30 000 ans. Euh, et on peut passer à la suivante. Ah oui, ils sont connus, celles-là. Voilà. Alors ça, elles sont assez connues. Donc ça, la Vénus de Willendorf, ça serait la plus ancienne en Autriche. Donc on voit ici hein, ce que je disais sur les datations. On a des variations de 5000 ans, mais c'est tellement ancien que c'est difficile de vraiment bien les dater. Et une des plus célèbres, bien sûr, c'est la Dame de Brassempouy en France. Alors, que dire sur les Vénus? On en a à peu près trouvé 250 dans le monde. On a des représentations dont le corps est disproportionné, surtout la partie centrale du corps. Les détails du visage sont très rarement représentés, donc sauf exception ici, la dame de Brassempouy, c'est pour ça qu'elle est exceptionnelle, et la coiffure aussi est remarquable. Et donc on pense que tout ça c'est une symbolique de fertilité ou encore un culte. On dirait qu'ils ont les cheveux crépus, ces dames-là. Alors que la page précédente, ils avaient les cheveux, ils avaient les cheveux raides. Je Oui, sais pas. Ouais. ça serait intéressant effectivement de regarder les coiffures. C'est peut-être des tresses aussi. Oui. Botero le sculpteur a dû s'en inspirer, dit les apérophiles à tout le monde. Oui, oui, Botero est un peintre qui a l'habitude de représenter des corps disproportionnés. On peut passer à la suivante. Bien sûr. Attends. Voilà, c'est fait. Et donc ici, pour respecter la parité, allons voir les sculptures masculines. Donc, elles sont aussi, là elles figurent parmi les plus vieilles, celles-ci. Donc, 26 000 jusqu'à moins 40 000 ans, enfin les plus vieilles trouvées, hein, entendons-nous. Taillées dans les varres de mammouth, ici, et celle de l'homme-lion, aussi la figurine de Stradel, est très célèbre, d'abord par sa date, mais parce qu'on a une créature qui est zoanthrope, zoomorphe ou thérianthrope, comme on les appelle. Donc, en résumé, c'est on on mélange des éléments humains et animaux. Le plus souvent, on prend un corps humain et lui met une tête animale. Donc, c'est un concept qui pourrait se rapprocher de l'animisme ou du chamanisme et qui va se retrouver à de multiples occasions. Et ici, on a aussi l'homme d'Urfa, qui est aussi une des plus anciennes statues, mais de taille humaine, celle-ci. Alors, pour continuer dans les représentations, on peut regarder le document suivant. Donc là encore, on a une Vénus à la Brilocène en Dordogne, et celle-ci, elle a une corne, c'est sa spécificité. Donc là encore, qui suggère donc un usage qui peut être musical, mais autre, avec la corne d'un animal quelconque. Ensuite, une autre caractéristique plus rare, ce sont les hommes blessés. Donc, on a la grotte de Cognac. Alors, c'est pas forcément facile à voir en premier lieu, mais là, vous avez le mégalocéros et au centre du corps, on a la moitié d'un corps qui est dessiné. Donc, on n'a pas la tête, on n'a que les jambes et le corps. Et a priori, il a 3 flèches dans le corps. Donc, on a aussi l'homme blessé, on le suppose, hein, de la grotte de Cognac. Alors, pour ceux qui cherchent des sources, alors, il y a la The Wendell Collection. C'est effectivement une collection énorme donc, qui a été faite d'éléments préhistoriques, hein, pour ceux que ça intéresse.
Alors, on peut passer à la suivante. Alors, celle-ci, elle est extrêmement connue, hein. C'est La vue de l'homme blessé dans la grotte du Pêche-Merle en France. Et il y a beaucoup de choses à dire parce que, justement, quand on parlait d'éventuels liens avec l'ufologie, elle est souvent reprise pour dire oui, on a un homme à tête, euh, à tête d'alien et il y a une soucoupe au-dessus de lui. Alors, ça, c'est une interprétation, mais il y en a d'autres qui pourraient être de dire que cette personne, effectivement, a un corps d'humanoïde, hein. On distingue bien avec le relevé qu'a fait Monsieur Laure Blanchet, donc, et notamment dans son ouvrage. Il a fait un relevé complet. Il nous montre que, on a bien deux jambes, un corps qui semble perché de flèches, mais que la tête n'est pas forcément un alien. Ça pourrait être un oiseau, ça pourrait être un principe de zoomorphe. D'autre part, effectivement, on a ce qui semble au-dessus, encore une forme étrange qui pourrait faire penser à un objet volant, mais ça peut être aussi un classique tectiforme. Et on remarquera que quand on fait le relevé complet, bon, mais il y a autre chose au-dessus qui est difficile à définir, qui peut être un oiseau, je ne sais quoi. Bon, en tout cas, j'ai eu l'occasion de le voir parce que j'ai été pêche-merle et le guide m'avait d'ailleurs permis de m'approcher. Et en fin de compte, ce qui est notable sur cette représentation, c'est qu'elle est vraiment toute petite et dans une anfractuosité, au milieu de nulle part. Il n'y a rien de spécifique aux alentours. Et tout d'un coup, on voit ça qui se dissimule sous une roche. Ce qui est un peu curieux, effectivement, dans la présentation humanoïde, c'est qu'elles sont comme ça isolées et c'est pour ça qu'on a du mal à les interpréter. Alors, on connaît sur Pêche-Merle, sur le document suivant, donc on va avoir des sphérules et des toupies. Alors, ça peut être étonnant de trouver ça dans une grotte préhistorique, mais c'est des éléments naturels. Donc, ça, c'est les éditions du Castellet qui en ont pris une photo et qui l'ont mis. Donc, on a des toupies qui se forment naturellement comme ça. Euh, Donc, ça, c'est pour la curiosité du jour. Et là, d'autres représentations humanoïdes. Donc, grotte de l'Adura, Sicile, en Italie. Cette fois-ci, elles sont gravées dans la pierre. Et on remarquera que les visages ne sont pas très. Ne sont. Euh, mais, comment dire? Ils ne sont pas très détaillés déjà. Et effectivement, ils ne sont pas de nature humaine. On a l'impression que des fois, c'est des formes géométriques ou sinon des têtes d'oiseaux. De même que sur la grotte de Los Casares, ici, sur le relevé et, et la photo, eh bien, on voit des créatures qui semblent pas très normales non, et mais- donc qui peuvent ouvrir à toutes les interprétations. D'accord. Alors en France, il y a la scène du Puy de Lascaux, qui est un dossier complexe. Et donc là, ici, j'ai mis le lien d'une émission sur France Culture qui était animée donc par Jean-Loïc Lequelec, qui est un anthropologue français, donc qui est un spécialiste de ce dossier et qui fait aussi des dossiers de démystification sur les fausses interprétations des images en préhistoire. Donc en résumé, là, j'ai mis les grandes lignes de la discussion. Alors il faut savoir qu'ici, sur cette scène du Puy de Lascaux, à gauche, on discerne donc un rhinocéros qui n'est pas dessiné intégralement ou alors une partie a été effacée. Ensuite, une espèce de bâton avec une tête d'oiseau. Un homme qui semble allongé. Pour l'anecdote, il a un membre dressé, mais ce n'est pas le petit doigt. Et sinon, il y a un bison à côté. Alors, c'est très rare de voir une scène comme ça où il y a plusieurs personnages comme ça, et surtout un humain et des animaux. Quand je regarde le bison vers l'arrière, j'ai l'impression que ses tripes, ses boyaux pendent. Oui, il y a quelque chose qui est étrange. Ouais. Ouais, je sais pas. Enfin, c'est que ça me vient comme ça. Je te le dis tel quel. Alors, il y a des livres complets hein, qui ont été écrits là-dessus. Alors, ils Ah, se demandent, d'accord. est-ce que c'est une scène d'abord? Est-ce que c'est le même événement ou ça a été juxtaposé? Et sur ce point, il semblerait que le rhinocéros laineux, donc qui était une espèce disparue,
a été dessiné avec d'autres composants. Alors, ce qui serait intéressant de savoir, c'est surtout si c'est à la même date, parce que ça aurait pu être rajouté aussi. Donc, il est précisé que est-ce qu'il se demande si le bison est touché par une sagaie. Et là, il précise qu'un bison blessé n'est pas censé charger. Alors, différentes interprétations. Est-ce que c'est une scène de chasse? Est-ce que c'est abstrait? Est-ce que c'est un rêve? Est-ce que différentes personnes sont venues dessiner au fur et à mesure? Voilà toutes les interrogations dessus. Et après, il y en a d'autres qui ont eu des interrogations pour savoir si c'est des figurations astronomiques, les points à côté du rhinocéros. Et donc, ça ouvre encore une piste qui est l'astronomie. En attendant de l'aborder, on peut continuer sur la présentation mi-hybride, enfin hybride, mi-homme, mi-animal. Et là, c'était le célèbre préhistorien Henri Breuil, l'abbé, donc, qui, dans la grotte des Trois Frères en Ariège, trouve des dessins où on voit une sorte de sorcier ou de chaman. Bon, là, c'est clairement chamanique, puisqu'il a une tête, à droite, c'est avec des cornes de cerf, et à gauche, il semble avoir des jambes pas très humaines. Euh, il a a priori une flûte, et sinon, on notera aussi dans ces éléments-là, par exemple dans l'ours tacheté, qui semble vomir quelque chose. Est-ce qu'il vomit? Est-ce que c'est du sang? Est-ce qu'il est blessé? On voit encore des superpositions de signes sur un animal. Quand on parlait, les questions, pour répondre à la question qui est comment est-ce que ces gens-là faisaient de la lumière pour dessiner dans la grotte, bon ben voilà la réponse, on a trouvé des lances à graisse, des lampes à graisse. Ensuite, on a encore le sorcier dans la grotte de Kabilou. Donc tout ça, c'est des éléments donc, qui désignent clairement des activités chamaniques. Je ne sais pas si c'était la majorité du rite ou pas, mais en tout cas, c'est là. Alors, d'autres pétroglyphes, donc pétroglyphes, c'est des inscriptions dans la pierre, ont fait jaser, comme on dit, et parce que ici, dans celle de Val Camunica, on voit des personnages qui semblent tenir des armes et qui ont surtout sur la tête quelque chose qui ressemble à un scaphandre. Oui. Alors, d'autres répliques, bah, ça peut être un scaphandre, mais ça peut être aussi tout simplement un panier en osier, ça peut être un chapeau, ça peut être n'importe quoi. Une aura. Une aura aussi. Et sinon, au centre, là, on a ce qu'on appelle une rose camunienne. Donc, et ça, c'est une signification solaire ou peut-être une symbolique positive. On a, sinon, dans les pétroglyphes, on voit des combats de guerriers avec des coiffes aussi. Mais les gravures du Valcamonica sont dans 10 000 ans à peu près? Plus ou moins 10 000 ans? Oui, j'ai mis plus ou moins 10 000 ans, ouais. À Je croyais que vérifier parce c'était qu'il faut savoir plus récent. il y en a un certain nombre là-bas. Et donc, il y en a Mm. qu'on peut être gravé aussi à différentes époques. J'ai dit ça parce que je vois les combats des guerriers avec un casque et puis genre on dirait un casque grec, là, et puis des épées. Ça fait pas de moins 10 000 ans, ça. Enfin bon, on va Donc, savoir. justement, bah, ça c'est une bonne remarque. Donc, ce qu'il faudrait faire là-dessus, c'est de savoir quelle est la datation de celle-ci précisément. Voilà. Par contre, le fait qu'ils aient des coiffes, bon, bah, ça, je ne peux pas répondre sur cette question. Par contre, des armes, effectivement, il y en avait il y a très longtemps. En fin de compte, les premiers outils datent de plus de 2 millions d'années. Par exemple, les bifaces. Ouais. Euh, Ensuite, après, on sait qu'ils utilisaient dans la préhistoire des propulseurs. Bon, mais c'est tellement pas à cette époque-là qu'on faisait des épées, hein, c'était plus tard. Donc, effectivement, il faut les dater. Les dater une par une. Donc, ça, pour aller voir ça, il faut aller voir le département culturel de Valcamonica. Sinon, il y a des études qui ont été faites, d'innombrables études qui ont été écrites dessus. Je sais pas si on peut toujours y accéder. Moi, j'ai grimpé là-haut, à Valcamonica. Mais j'ai pas vu tout ça parce que d'abord, il faut grimper, ensuite il faut redescendre dans la journée. Donc, j'ai pas pu regarder pendant très longtemps, mais Mm. je me souviens.
Je conseille, très belle montagne, de toute façon. Alors, on passe de l'Italie à l'Algérie pour aller dans le massif du Tassili. Donc là aussi, on est hors sujet, hein, parce que ça date pas de moins 10 000, c'est beaucoup plus récent. Donc, on a des peintures rupestres qui ont été faites, des fresques. Et ici, en haut à gauche, on voit visiblement des humanoïdes qui dirigent ou qui chassent un animal ou un troupeau. En dessous, on voit effectivement, là encore, ça pourrait être considéré comme intriguant parce que ils ont des têtes rondes. Bon, mais c'était classique, c'est pour ça qu'on dit l'art des têtes rondes. Et on a des protubérances qui pourraient sembler être des antennes. Je dirais même que celui en bas, le deuxième là en bas à gauche, il a une tête presque d'Alien, Alien le film, le xénomorphe. Mhm. Bon, néanmoins, il pourrait être objecté qu'il a un arc. On imagine même des extraterrestres débarquer avec des arcs, mais bon. Ensuite, il y a les frasques du grand Dieu, où là, effectivement, il y a un personnage donc, qui a les mains écartées, une tête étrange, à moins que ce soit un masque, et il a un pagne aussi. Ce qui a Ok. causé le plus de questions, bon, d'abord, il y a l'ectoplasme. Bon, c'est absolument pas à quoi ça peut correspondre, là. Peut-être une méduse. Hmm. Si En plein c'était milieu du désert. Hmm. Ben, en fin de compte, on s'est aperçu d'une chose, c'est que dans certaines peintures, je dirais plus récentes, hein, des gravures, ou par exemple, je pense au signe de Nazca, ben, on a trouvé des animaux qui n'étaient pas du tout de la région. Donc, ont été véritablement faits par des voyageurs ou des gens qui ont colporté la description de ces animaux. Donc, moi je dis une méduse comme ça, hein, bon, parce qu'il y a bien sûr en Algérie, il y a les côtes. Hein. Peut-être que c'est des C'est gens qui très ont loin, volé. hein, l'état civil. Moi, je connais, j'ai crapahuté là-bas. Hmm. Mais pourquoi pas? À l'époque, le Sahara était non pas vert, mais beaucoup. On pouvait le traverser à pied, quoi. Ou même, il y avait de l'eau hein, à peu près partout. Donc Hmm. pourquoi pas, effectivement, quelqu'un qui vienne de la côte. Bon. Et Et puis après, il y avait des lacs aussi. Il y avait des grands oui. lacs et des rivières. Voilà, donc après, celle qui a causé le plus de débats, c'est celle-ci, c'est le grand Dieu des Martiens. Donc quand on voit effectivement cette représentation, on peut s'interroger. Certains ont supposé que les plis autour de son cou et en dessous pourraient représenter une combinaison d'un astronaute, mais on peut pas en dire grand-chose de plus. Ça, il me semble que c'est daté de 3000 ans. Je ne suis pas sûr, c'est à vérifier. Donc, c'est dans le dossier des représentations humanoïdes. Alors, il y en a d'autres. Hein. En Inde, par exemple, là, ici, il y a des petits personnages qui sont représentés. Est-ce que, là, on se demande, on a des hominidés, est-ce que ce sont les plus anciens, ils datent de 70 000 ans. Et un autre sujet qui pose question, c'est la grotte de Charama. En Inde, à peu près 10 000 ans avant Jésus-Christ, on a ces représentations. Et là, certaines vraiment ressemblent à la représentation qu'on peut se faire du petit gris, c'est-à-dire une tête enfin une tête comme ça, donc qui est disproportionnée. Il semblerait qu'il y ait des yeux noirs aussi. Donc, il y aurait matière à regarder un peu plus sur ce dossier-là, voir si ça représentait, si c'était une coutume locale, est-ce que c'est spécifique à cette grotte. Qu'en disent les historiens, allez les regarder de près, pas se fier aux images sur Internet qui peuvent prêter à confusion. Quelqu'un fait remarquer, il y a trois doigts, si ce n'est pas des griffes ou si ce n'est pas des outils. Et il y a aussi la tête. Il y a une tête là sur laquelle il y a des proéminences aussi. Donc voici pour celle-ci. Alors comme on parlait de figuration astronomique, on peut ouvrir le dossier parce que c'est encore une autre piste qui a été ouverte et disant que certaines représentations pourraient être inspirées par l'astronomie.
Alors déjà, il faut savoir que les représentations supposées astronomiques sont extrêmement rares. Alors par exemple, là, sur l'article de la BBC, cette peinture de Rupes datée de 15 000 ans représenterait la Lune passant par ses différentes phases. Alors ça, bah, c'est facile à vérifier, enfin facile, parce que on peut comparer les phases, les différentes phases de la Lune par rapport à la progression. Mais il y en a qui vont beaucoup plus loin que ça et qui identifient des points sur des peintures et ils assimilent ça au cycle mensuel de la Lune, mais à autre chose aussi, à des amas d'étoiles. Donc ça, c'est le début. Je peux vous présenter la suite sur la prochaine diapo. Donc, depuis quelques années, là, il y a des personnes donc, qui développent cette thèse et ils pensent que les points qui sont représentés sur ou à côté des animaux donc, ont une représentation qui est soit liée à l'accouplement des animaux, et en supposant que, par exemple, des groupes préhistoriques suivaient les cheminements des groupes d'animaux au fur et à mesure, ou sinon, donc, qui représentaient des événements astronomiques. Alors, autant dire que c'est des thèses qui sont nouvelles, assez controversée, mais elle se développe. Donc, et notamment par une personne donc, qui figure sur le slide suivant, c'est l'ethno-astronome Chantal Weig-Volkiewicz, donc qui a écrit différents travaux se demandant, par exemple dans la grotte de Lascaux, si on n'aurait pas une représentation de la constellation du Taureau. Et la Pléiade, non, aussi, à côté, non? Mm. Le taureau. Ah oui, le taureau, parce que c'est le taureau, en plus, oui, bien sûr. Voilà donc la nouvelle thèse qui se développe. Bon, bah, ça peut être compliqué d'aller le vérifier puisqu'il faut à la fois faire de l'astronomie, mais aussi telle qu'elle était à l'époque, parce que les positions ont changé, et voir si ça correspond exactement à ça. Et, encore, et après, ce que ça voudrait signifier. Bien, bon courage. Alors, dans une autre catégorie, je vais vous parler des canulars. Parce qu'effectivement, il y en a quelques-uns qui existent de temps en temps. Alors, il y a le célèbre dossier de l'astronaute de Fergana. Alors ça, c'est une peinture. Si on regarde cette peinture, si cette peinture existait vraiment, on aurait pu se poser des questions, parce que là, on voit un espèce d'astronaute avec vraiment un casque, euh, ou, euh, ou une posture vraiment inhumaine, et surtout un disque volant au contour bien net avec un rayon. Donc là, effectivement, si on trouvait ce genre de disque volant dans des cavernes, on pourrait ouvrir le débat. Par contre, les gens qui ont affirmé ça, ils ont oublié de mentionner que ce n'était pas trouvé dans une caverne, que c'était publié dans un magazine russe qui s'appelle Sputnik en 1967. D'ailleurs, Jaime Maussan, le célèbre mystificateur mexicain, voulait faire croire que c'était des véritables peintures. Il disait oui, oui, j'ai envoyé des spécialistes, ils ont analysé et ils ont dit que oui, c'est des vraies peintures. Mais on lui a demandé de fournir le nom des spécialistes et puis leur rapport. Et bon, il a jamais donné. Bon, c'était un des nombreux fakes de Maussan. Il y en a d'autres qui sont formulés par IA. Donc ça, c'est à droite, par exemple, il y a Pardon. des exemples qui ont été mis sur le site de M. Lequelec. Non, c'était... Oui, bon, pour rester là-dessus. Alors, il faut savoir qu'il y a eu un nombre incalculable de fraudes en paléontologie ou en archéologie. Et juste comme ça, je vais vous en citer quelques-unes pour la petite histoire. Donc, d'abord, celles qui étaient assez anciennes, hein, ça ne date pas d'aujourd'hui, au 19e siècle ou même avant, par exemple en 1725, il y a eu l'affaire des fausses pierres de Würzburg en Allemagne. Alors c'était un professeur qui s'appelait Johann Beringer, qui était doyen, alors là je n'ai pas d'illustration pour tout ce que je vous dis là, donc qui était doyen de l'université de médecine et il était un peu hautain, et ce qui n'a pas plu à ses étudiants qui ont décidé de lui faire une blague.
Donc, ils prenaient des fausses pierres gravées, ils en ont pris 200, et les ont disséminées dans des champs de fouilles. Et donc, ils ont laissé leur professeur se fourvoyer comme ça, jusqu'au moment où ils ont décidé de se moquer de lui en mettant son nom sur une des pierres. Donc là, il a compris que c'était une blague et c'était un des premiers dossiers. Alors après, il y a des noms de célèbres fraudeurs. Shinichi Fujimura, un archéologue japonais qui a introduit des vestiges dans les couches archéologiques pour augmenter son prestige. Edward Simpson, faussaire britannique qui a vendu des faux outils de silex. Brigito Lara, un faussaire mexicain qui a produit de fausses antiquités précolombiennes. Green Alg, un faussaire britannique qui a produit des statues égyptiennes anciennes, argenterie romaine, bijoux en or. L'affaire des figurines d'Acambaro, découverte en 1944 au Mexique par l'Allemand Waldemar Jules Rude. Et en fin de compte, c'est des petites figurines qui représentaient des chameaux, des animaux inconnus et des dinosaures. Et certains ont dit c'est la preuve que l'humain côtoyait le dinosaure, ce qui est déjà une aberration, puisque comme on l'a vu, le plus ancien humain date de 7 millions d'années, et les dinosaures ont disparu il y a 65 ou 66 millions d'années quand il y a un météorite qui a percuté le golfe du Mexique. Donc on a une différence d'au moins 58 millions d'années entre les deux espèces. Donc à chaque fois qu'il y a des représentations où on voit des hommes et des dinosaures, il faut mettre le compteur bullshit en alerte rouge. Donc, c'est le cas des figurines d'Acambaro, mais il y a bien d'autres. Et effectivement, pour les figurines d'Acambaro, bon, ben, on a fait des datations par thermoluminescence qui ont déterminé que ces gravures étaient modernes et donc des fakes. Il y a eu la tiare de Seita Farnese, achetée en 1896 par le musée du Louvre, qui était un fake. Mais il n'y a pas que le musée du Louvre qui s'est fait arnaquer dans ces histoires comme ça. Il y a eu l'Archéoraptor, qui était juste un composite par un fermier chinois, et on pensait que c'était en fin de compte, la preuve du liaison manquant entre les oiseaux et les dinosaures. La pierre unique de Kensington, bon, bah là, c'était juste une écriture inconnue, hein, on n'en sait pas plus. Et comme le signalait un éditeur, il y a Pildon hein, qui est marqué là. Alors celle-ci, cette fraude, elle a duré plus de 50 ans. Et c'était juste un mélange de crâne de primates et de crâne humain. Et on a réussi à créer une polémique pendant 50 ans. Donc, ça vous en rappellera peut-être certaines venant de Nazca actuellement. Hein. Combien de temps ça peut durer? Alors, dans les autres fraudes, on a Vénus de Brisé. C'est un agriculteur français qui a trouvé en 1937 une statue de marbre aux allures antiques. Mais en fin de compte, il s'agissait juste d'un artiste qui l'avait produite, qu'il a enterré là pour qu'elle soit découverte. Il voulait se faire de la pub comme ça, mais ça n'a pas marché parce que euh, on lui a acheté l'opprobre et puis il n'a jamais pu atteindre le succès. On a eu les grotesques d'Amiens en 1987. C'est deux prospecteurs amateurs qui qui ont vendu une centaine de statuettes en disant qu'elles étaient anciennes, mais c'était que des faux. Et voilà, voilà. Et en fin de compte, certains se demandent si le faux n'est pas inhérent à l'archéologie. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des gens qui disent, j'ai entendu dire un archéologue qui disait que 70% des objets aztèques, mayas ou incas qui passent dans les salles des ventes sont des fraudes. Bon, voilà. Et donc, un des spécialistes, sinon à l'époque, c'était Barnum, Phileas Taylor Barnum, qui était un homme de foire, qui était spécialisé dans les mystifications, les supercheries, les spectacles. Et il avait récupéré cette sirène des Fidji. Et à l'époque, il exposait comme une véritable photo de sirène, enfin, une représentation de sirène. Ça a fait hurler les scientifiques. Mais son démarche à lui, c'était de dire l'équivalent de bad buzz is good buzz. Toute mauvaise publicité est bonne à prendre. Bah, par exemple, s'il y a 100 personnes qui voient cette sirène de Fidji, il y en a sûrement 95 qui vont dire bah non, c'est pas possible, c'est comme les scientifiques l'ont dit, c'est un mélange de poissons, de papier mâché, de singes. Mais parmi ceux-là, bah, il y en a 5 qui vont dire oh oui, la science nous ment, c'est sûrement une vraie sirène, on va aller voir. Et puis il y en a d'autres qui vont dire bah, moi, je suis sûr que c'est une fausse sirène, mais je vais quand même aller la voir à la foire parce que c'est l'objet du scandale. Donc voilà. Alors j'ai vu une question passer me disant que penser des pierres où il y a d'autres pierres où il y a de représentations humaines et dinosaures. Eh bien, comme j'ai dit, c'est impossible. C'est une aberration historique.
à moins qu'il y ait eu des civilisations extrêmement anciennes qui aient cohabité avec les dinosaures, en précisant que des vestiges d'une telle durée, de plus de 60 millions d'années, n'ont quasiment aucune chance de survivre. Alors, je pense par exemple aux pierres d'Ica. Comment est-ce que c'est fait que les pierres d'Ica soient si neutres, soient en si bon état, si elles datent d'une période aussi éloignée? Donc, j'avais déjà mis en alerte rouge. Et en fin de compte, il y a des spécialistes qui se sont penchés sur là-dessus, sur ces histoires de dinosaures. Alors déjà, il faut remarquer que certains dinosaures marqués sur ces pierres, gravés sur ces pierres, n'existaient pas en Amérique du Sud. Et la deuxième remarque qu'ils font, c'est que sur des pierres, sur certaines de ces pierres, on a des dinosaures qui cohabitent. Mais ils ne vivaient pas les mêmes périodes. Il y a des dizaines de millions d'années de différence entre l'existence de ces deux dinosaures. Alors comment se fait-il qu'on les représentait? Donc tout ça pour dire, et je le répète, qu'à chaque fois qu'on voit des gravures qui représentent dinosaures et êtres humains, ça sent le bullshit à plein nez. Et après, il suffit de faire des études, d'aller voir des spécialistes, des vrais, euh, et ils vont identifier rapidement les anomalies. Bon, voilà ce que je pouvais vous dire pour un tour rapide des fraudes en archéologie. Il y en a beaucoup d'autres, hein. On pourrait faire une émission complète là-dessus. Et pour la conclusion, là, je vais vous présenter la plus ancienne brasserie au monde qui a été trouvée. Elle date de 5000 ans et c'était en Égypte. Donc, le fait de pouvoir produire des bières à l'échelle artisanale et industrielle a sûrement été un des plus grands progrès de l'humanité. Et c'est là-dessus que je terminerai ma présentation. Eh ben bravo, là, c'est bien trouvé. Ok, bravo. C'était fort intéressant. D'ailleurs, je vois que tous ceux qui se sont connectés sont restés connectés. Donc, tu as vraiment intéressé ton public, bravo.